À Dortmund, il existe une muraille haute de 40 mètres et presque 2 fois plus large. La seule opportunité de voir ce tel monument est d'être présent dans l'antre du Signal Iduna Park lors d'un match du Borussia Dortmund. L'espace de 90 minutes, ce sont presque 25 000 personnes qui se réunissent debout dans la plus grande tribune d'Europe pour construire ce mur jaune. Le football à Dortmund est un sport qui se vit avec passion et l'atmosphère présente aux abords du stade les jours de match y est unique. Alors, pourquoi tant de ferveur pour un tel club? Aujourd'hui, je vous raconte la grande histoire du Borussia Dortmund. Dès son origine, le Borussia Dortmund était déjà destiné à susciter une telle ferveur populaire. Fondé en 1909, le nom Borussia, déjà, a été choisi d'après le nom de la bière locale préférée de ses fondateurs. Un groupe d'une dizaine de créateurs, mineurs et ouvriers de la ville. Le club du Borussia nourrissait donc déjà de fortes racines populaires qu'il détient encore aujourd'hui. La nouvelle équipe de Dortmund intègre alors à sa création la 3e et la plus basse division allemande. Et les jaunes et noirs feront en réalité leur début sous d'autres couleurs, le bleu et le blanc. C'est à partir de 1913 et la fusion avec d'autres clubs que les joueurs porteront les traditionnelles couleurs jaune et noir, si caractéristiques du club aujourd'hui. À partir de 1919, le club de Dortmund est encore ce qu'on appelle un club sauvage sans structure juridique, mais la création de son premier stade le pousse à s'enregistrer en tant qu'association. Et pour l'anecdote, dans les statuts de l'association, on pouvait y lire l'interdiction de fumer pendant les matchs. Cela peut paraître assez aberrant aujourd'hui, mais à l'époque, il était assez courant de voir l'arbitre évoluer sur le terrain un cigare à la bouche. Dortmund est un des premiers clubs à prononcer cette interdiction, une règle assez avant-gardiste pour l'époque, mise en place dans le souci de montrer le bon exemple pour les joueurs et pour les spectateurs au stade. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, le Borussia Dortmund est considéré comme une des meilleures équipes d'Allemagne, mais restera toujours dans l'ombre de son rival éternel, Schalke 04. La décennie 1930 a réellement nourri cette rivalité. Les deux clubs, distants de 25 km, prétendent chacun être la meilleure équipe de la région, la Ruhr, ce qui donne ainsi son nom au fameux derby de la Ruhr. Pourtant à l'époque, même si l'effervescence autour de ces rencontres était déjà présente, le déséquilibre de niveau entre les deux équipes est réel. Schalke est clairement l'équipe dominante sur les 17 matchs face à Dortmund dans la période d'entre-deux-guerres. Schalke n'en perdra aucun. Les Bleus et Blancs remportent tous les championnats de la Gauliga Westphalie entre 1933 et 1944, et même lorsque le BVB termine deuxième du championnat, il est très largement derrière Schalke. En 1934, lorsque Dortmund perd encore une fois sans étonnement en finale contre son rival, les joueurs jaunes et noirs sont malgré tout accueillis à leur retour dans la ville comme des héros, comme si personne n'avait pu imaginer qu'il était possible de battre Schalke 04 à cette époque. Et ce n'est pas la défaite 10-0 du BVB le 28 octobre 1940 qui laissera penser que ce Dortmund-là puisse un jour l'emporter sur son rival de toujours. La Seconde Guerre mondiale a une grande influence sur l'ensemble des clubs allemands, ayant perdu au combat pour certains une grande partie de leurs joueurs, entraîneurs et de leurs dirigeants. La période d'après-guerre est donc une période charnière pour le football en Allemagne, car chaque équipe dut se reconstruire, de quoi rebattre les cartes pour la hiérarchie des clubs allemands. À Dortmund, cette période voit naître l'un des exploits les plus symboliques de l'histoire actuelle du Borussia. Le 19 mai 1947, Dortmund affronte son rival de toujours, Schalke, en finale du championnat de Westphalie. Schalke, largement favori de par son passé historique, n'étonne personne en ouvrant le score en premier. Mais le BVB revient une première fois à la marque, Schalke double la mise et puis Dortmund répond à nouveau. 2-2 à quelques minutes de la fin, la mission est déjà bien remplie pour les joueurs du Borussia qui réussissent à tenir tête à leur bête noire. Mais alors que le match arrive à son terme, sous une pluie battante et devant 30 000 spectateurs, Herbert Sandmann, 17 ans, offre la victoire 3-2 au Borussia. Cette victoire n'a rien d'anodin, et oui, ça fait plusieurs décennies que Dortmund enchaînait échec sur échec contre son rival régional. On peut imaginer d'une part la stupéfaction des supporters, eux qui s'étaient résignés à ne jamais pouvoir battre le rival régional. D'autre part, cet exploit aura finalement un impact sur les années qui suivront pour le Borussia. Rien ne sera plus jamais pareil après cette victoire qui permet à Dortmund de passer pour la première fois sur le devant de la scène du football allemand, et Schalke ne sera plus jamais cette bête noire imbattable. Ce match du 17 mai 1947 a donc été un véritable tournant dans l'histoire du Borussia. À l'issue de la Seconde Guerre mondiale, la DFB, la Fédération allemande de football, restructure ses compétitions en créant 5 ligues régionales, la Oberliga Nord,
Oberliga Berlin, Oberliga Sud, Oberliga Sud-Ouest et Oberliga Ouest, dont fait partie le Borussia Dortmund. Ce nouveau Dortmund, qui s'est reconstruit depuis la guerre, remporte les 3 premières éditions de l'Oberliga Ouest, preuve de sa nouvelle suprématie régionale. Sur les 16 saisons d'Oberliga, il sera par ailleurs le club le plus titré, 6 fois champion. Mais ce qu'il faut préciser, c'est qu'à l'issue de chaque saison, les 5 vainqueurs de chaque région se réunissent pour un tournoi final qui doit définir le champion d'Allemagne. En 56, Dortmund remporte ce tournoi et devient pour la première fois de son histoire champion d'Allemagne. Il confirmera son titre l'année suivante, en 57, et puis en 1963. Cette phase d'après-guerre a été une période dorée pour les jaunes et noirs. Dortmund, qui n'arrivait pas à être la meilleure équipe de la Ruhr avant la guerre, est désormais la meilleure équipe du pays. Et cette ascension fulgurante tombe plutôt au bon moment, car le football européen lui aussi se développe avec la création de la Coupe des clubs champions. L'ancienne Ligue des champions a été créée en 1955, mais aussi une autre Coupe d'Europe, la Coupe d'Europe des vainqueurs des coupes, qui est lancée, elle, en 1960. De quoi nourrir de nouvelles ambitions pour le Borussia, à plus grande échelle, des ambitions européennes. L'année 1963 marque le début de l'ère moderne du football allemand avec le développement d'un nouveau championnat national à poule unique, la Bundesliga. Cette nouvelle division est l'opportunité pour le Borussia de prouver encore un peu plus sa valeur aux yeux du pays, mais il faut dire que la réalité n'est pas à la hauteur des attentes et le résultat des jaunes et noirs laisse un goût assez amer. Le BVB est certes un habitué du podium, mais n'arrive pas à emporter le titre national, et ce pendant de longues décennies. Fort heureusement, le club console ses supporters avec une première coupe allemande en 1965, qui lui vaut une qualification l'année suivante pour une nouvelle compétition européenne. On en a parlé un petit peu plus tôt, la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on appelle communément la Ligue des Champions la C1 et l'Europa League la C3. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'Europa League, la petite sœur de la C1, ne s'appelait pas simplement la C2? Eh bien simplement car la C2 est historiquement la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Si elle a disparu aujourd'hui, cette compétition européenne bénéficiait d'une popularité de plus en plus forte au fil des éditions, et donc comme l'indique son nom, ce tournoi européen visait simplement à réunir 32 équipes ayant remporté leur coupe nationale. Certaines nations membres de l'UEFA ont même mis en place leur première coupe nationale pour pouvoir envoyer un club du pays dans cette compétition. Grâce à sa victoire en coupe, le Borussia dispute alors sa première C2. On est en 1966, et ce ne sont pas les premiers pas de Dortmund en Europe, qui a même été par le passé jusqu'en quart de finale de C1 en 1958, perdu contre le Milan AC. En revanche, c'est sans contexte le meilleur parcours du club à l'échelle européenne, qui l'emporte face à l'Atlético Madrid en quart de finale, puis contre le tenant du titre, West Ham, en demi-finale. L'obstacle qui attend les jaunes et noirs en finale est bien plus haut, en revanche, car il s'agit du grand Liverpool de Bill Shankly. On a fait d'ailleurs une vidéo sur l'histoire de Liverpool où on parle notamment de cette période dorée des Reds, le lien sera en description. Cette rencontre est déjà un petit peu annoncée comme perdue d'avance pour le club allemand, mais le Borussia Dortmund fait finalement le dos rond face à l'une, peut-être la meilleure équipe d'Europe. Les jaunes et noirs traînent les Reds jusqu'en prolongation, à partout. Puis, à la 106e minute, une action à la fois chanceuse, malchanceuse, tout bonnement, incroyable, vient changer le cours du match. Reinhard Libuna tente une frappe qui rebondit sur le poteau et vient heurter le défenseur Ron Yeats qui revenait vers son but. Dortmund peut remercier sa bonne étoile pour prendre l'avantage face aux Reds qui eux ne reviendront jamais dans ce match. Le Borussia remporte donc la compétition et bien sûr les joueurs seront acclamés comme des héros à leur retour dans la ville. Parmi ces héros, Lothar Emmerich, l'ailier du Borussia qui était le grand fondateur de ce succès. Il termine meilleur buteur de la compétition avec 14 buts, record jamais égalé d'ailleurs dans cette compétition. Et puis à côté de ça, il termine aussi meilleur buteur du championnat allemand. Sur le terrain, il nouait notamment une relation très forte avec Siegfried Held, autre légende du club qui jouera 230 matchs sous la tunique jaune et noire. Premier titre européen donc pour le Borussia Dortmund, premier sacre européen aussi pour un club allemand. Ce titre, c'est donc un épisode inévitable de l'histoire du foot allemand, même si avec le recul, cette victoire en C2 n'aura jamais la saveur d'une victoire en Coupe des clubs champions. Après ce sacre européen, l'objectif est désormais d'aller chercher ce tant attendu titre de Bundesliga, mais il faudra attendre bien longtemps avant de voir cette équipe soulever ce trophée, car quelques années après sa période dorée, le Borussia connaît une des pires périodes de son histoire, et les supporters qui espéraient ce fameux titre de Bundesliga se mettent en quelques années à espérer voir le Borussia se maintenir dans cette même compétition. Le déclin commence avec le départ de Willy Multop, l'entraîneur du sacre européen que le club laisse étonnamment partir à Cologne. Son remplaçant, Heinz Murak, entraîneur inexpérimenté, fut clairement un mauvais choix et a conduit l'équipe à sa perte. Les nouvelles recrues qui arrivent également déçoivent et le centre de formation du Borussia sera incapable
incapable de sortir quelconque jeune talent pour redresser la barre. Le club amorce sa descente jusqu'à la 2e division allemande à l'issue de la saison 1972. Les mauvais résultats sportifs ne sont pas sans conséquences sur le bilan financier et la survie du club en 2e division n'est même finalement pas garantie. Car oui, le modèle économique du Borussia repose essentiellement sur les recettes du stade et il faut dire que les mauvais résultats de l'équipe ont laissé de nombreux sièges vides. Les difficultés financières du club sont si grandes que le club est incapable de s'octroyer la licence lui permettant de jouer en 2e division allemande. Les locaux sont vendus, les salaires réduits, mais l'argent dans les caisses manque toujours. Finalement, le Borussia Dortmund sera sauvé par la ville, ses industries et ses administrations publiques qui effacent les dettes et offre des infrastructures décentes au club. Et pour l'anecdote, depuis cette année et pendant de longues décennies, une tour de télévision sera dessinée sur chaque maillot jaune et noir. Il s'agit d'un édifice symbolique qui surplombe la ville et sa représentation sur le maillot est une marque de reconnaissance. Chaque maillot portera aussi l'inscription Dortmund pour remercier la ville d'avoir sauvé son club de football. Et encore aujourd'hui, le nom Dortmund orne les maillots de l'équipe actuelle. Nous sommes au début des années 1990, le Borussia a su chasser ses vieux démons et est redevenu une équipe importante d'Allemagne. Les jaunes et noirs montent en puissance au fil des saisons et deviennent des habitués de la haute partie de tableau. Le club termine même vice-champion en 1992 derrière Stuttgart, battu à la différence de but. Le regain de forme est réel et le club s'illustre par l'arrivée de joueurs de grande qualité qui marqueront son histoire. Lors de la saison 1991-1992, le Suisse Stefan Chapuisat rejoint le club de la Ruhr et fait étalage de tout son talent offensif. 20 buts dès sa première saison chez les jaunes et noirs. Il devient le buteur indiscutable de cette équipe, attaquant déterminé et d'une efficacité létale face au but. La saison suivante, le Borussia atteint la finale de la Coupe UEFA contre la Juventus Turin qui se jouait sur un format aller-retour. Le Borussia n'aura aucune chance de l'emporter face aux Italiens, battus 6-1 au score cumulé. Pas de regret donc, on retiendra surtout le beau parcours de l'équipe allemande, de bon augure pour l'avenir. La bonne forme sportive participe aussi à la croissance du club sur le plan financier. Les droits de télévision et la récompense financière des tournois renflouent les caisses. Le public de Dortmund fait aussi son retour dans les tribunes du stade. Ils étaient seulement 10 000 dans les années 70, ils sont désormais 60 000 dans les années 90. Et la politique du club est claire. Cet argent gagné sera réinvesti dans la pierre et les jambes pour faire grandir encore davantage l'institution. Les promesses sont tenues et les nouvelles recrues qui débarquent seront les futures légendes du club. Et quelle meilleure réussite que Matthias Sammer, joueur de l'Inter Milan et international allemand, qui est recruté pour 28 millions de francs. Ce dernier est un meneur de jeu de formation, mais Ottmar Hitzfeld, le coach du Borussia, avait une toute autre idée sur la manière de l'intégrer dans son 5-3-2. Matthias Sammer est positionné au poste le plus reculé du terrain, en tant que libéraux, et ce nouveau rôle va être une révélation pour Matthias Sammer, un nouveau poste qui va littéralement changer sa carrière. Dans une position plus reculée, Sammer peut mettre encore plus en valeur sa faculté à organiser le jeu. En partant de plus loin, il arrive à pleine vitesse pour transpercer le bloc adverse par de longues courses vers l'avant et ça deviendra sa marque de fabrique. Son style se rapproche d'ailleurs d'une autre légende du football allemand, Franz Beckenbauer, et comme lui, Sammer remportera un ballon d'or, celui de l'édition 1996, après avoir remporté l'Euro en sélection allemande où il termine meilleur joueur du tournoi. Lors de la saison 94-95, le Borussia Dortmund remporte la première Bundesliga de son histoire. L'année suivante, les jaunes et noirs récidivent et remportent à nouveau le championnat. Le club allemand vit alors ses meilleures années, règne sur le plan national et se met désormais en quête d'un titre européen. Cette quête s'accentue lors de la saison 96-97. Dortmund brille en Ligue des Champions et se hisse jusqu'en finale où il rencontre à nouveau la Juventus de Turin. On se souvient, l'équipe italienne avait balayé les Allemands quelques années plus tôt en finale de C3, 6-1, score cumulé pour la Juve. Cette fois, le Borussia arrive avec plus de certitude et un effectif bien plus prestigieux. Et d'ailleurs, au passage, le Borussia compte dans son 11 de départ son bourreau de la précédente finale, Andreas Möller. En effet, Möller était titulaire avec la Juventus lors de la finale de la Coupe UEFA contre Dortmund et avait été auteur d'un but et de 3 passes décisives sur les 6 buts marqués. 2 saisons plus tard, le voilà désormais sous la tunique jaune et noire pour le remake de cette finale et lui aussi fait partie des joueurs en forme côté allemand. Möller est un vrai numéro 10, brillant dans sa technique de balle, doté d'un riche arsenal de passes, d'une supervision et d'une certaine intelligence de jeu. Il était aussi capable d'éliminer par le dribble ou de marquer grâce à sa frappe puissante. Face à la Juventus de Deschamps, de Zidane, de Vieri, le Borussia Dortmund frappe fort d'entrée et inscrit 2 buts consécutivement lors de la première demi-heure. Malgré une réduction de l'écart de Del Piero, côté italien à l'heure de jeu, les jaunes et noirs ne tremblent pas et répondent d'un 3e but 5 minutes plus
tard, le 28 mai 1997, le Borussia Dortmund remporte la première Ligue des Champions de son histoire sur le score de 3-1. Cette décennie 1990 signe donc l'apogée de l'histoire des jaunes et noirs, avec comme point culminant donc cette victoire en Ligue des Champions. Matthias Sammer, lui, ne tardera pas à mettre fin à sa carrière, gêné notamment par plusieurs blessures. Au début des années 2000, le Borussia Dortmund n'a plus rien de sa gloire d'antan. Les difficultés du club sont énormes, tant sur le plan financier que sur le plan sportif. Et pour réagir, le club tente un nouveau modèle économique et cote une partie de son institution en bourse. D'ailleurs, on est bien plus tard, mais faisons une petite parenthèse dans cette histoire dans le temps. Est-ce que vous vous souvenez de l'attaque à la bombe qu'a subi le bus de l'équipe en 2017 lors du quart de finale de Ligue des Champions face à Monaco? Eh bien, l'enquête a démontré que le motif de cette attaque était en effet d'agir sur cette cotation en bourse du club. Sergei Venergold, l'auteur de l'attaque, souhaitait notamment faire chuter le prix des actions du club pour en tirer un profit financier. Bref, simple parenthèse, reprenons le fil de l'histoire. Au début des années 2000 donc, le Borussia souhaite prendre un tournant dans sa stratégie économique, mais est bien handicapé par les mauvais résultats de son équipe sur le plan sportif. Le club sombre même jusqu'à une mini-faillite, conduisant ses joueurs à baisser leur salaire, ainsi que celui de Matthias Sammer, qui est devenu l'entraîneur du club. Le Borussia est contraint de vendre 75% de son stade à la Commerzbank, vend ses droits marketing à une compagnie d'assurance. Mais bon, finalement, le Borussia Dortmund sera sauvé, non pas cette fois par la ville comme par le passé, mais par son rival historique, le Bayern Munich. Le Bayern prêtera 2 millions d'euros aux jaunes et noirs, dont les 3/4 seront sans intérêt. Le prêt n'avait donc pas vraiment d'intérêt financier pour le Bayern. Alors pourquoi un tel geste? Uli Hoeneß, président bavarois, justifie plus tard cet acte. C'était une situation unique pour le Borussia. Quand ils ne pouvaient même pas payer les salaires, nous avons pensé que nous devions les aider. J'adore la tradition dans le sport et je pense que c'était la bonne chose à faire. Le geste est louable, mais pour le Borussia, il s'agit surtout d'une humiliation et d'un véritable aveu d'impuissance dans sa rivalité avec le Bayern Munich. Après ces heures sombres, Dortmund rêve d'un horizon plus radieux et place ses espoirs en l'arrivée d'un nouveau coach prometteur en 2008, Jürgen Klopp. L'entraîneur allemand est un coach jeune qui a fait ses gammes avec Mayence. Il a été le premier à conduire Mayence en Bundesliga lors de la saison 2004-2005 jusqu'à une participation en Coupe UEFA à l'issue de la saison 2005-2006. Les faits d'armes de Jürgen Klopp sont donc déjà assez impressionnants pour sa jeune expérience, mais son arrivée à Dortmund amène aussi son lot d'incertitudes. En effet, le coach allemand sort de 2 saisons avec Mayence où il a connu d'abord la relégation, puis fut incapable de remonter dans l'élite l'année qui suit. Certains observateurs sont médisants au regard de l'inexpérience du nouveau coach dans le football de haut niveau. Pourtant, ce nouvel élan d'air frais était nécessaire pour redynamiser cette équipe de Dortmund embourbée depuis plusieurs années. Et on le sait, l'avenir montrera que le pari Jürgen Klopp fut plutôt judicieux. En quelques saisons, il instaure sa vision du football qu'on connaît bien, un jeu agressif, rapide, courageux qui repose sur les principes du gegenpressing, un contre-pressing intense dès la perte du ballon. Sous Klopp, le Borussia rayonne et retrouve les sommets avec 2 titres consécutifs en 2011 et 2012. Le 4-2-3-1 de Jürgen Klopp est redoutable dans l'exercice de la contre-attaque. Ceux dans ses meilleures années pour la créativité, en 10, Lewandowski pour la finition, devant. Derrière, le but de Weidenfeller est bien gardé avec devant lui Mats Hummels et Neven Subotic, Gundogan et Bender en relayeur, Schmelzer et Piszczek en latéraux. Ouais, le 11 de Dortmund en 2012 est assez effrayant sur le papier. Lors de la saison 2012-2013, les hommes de Jürgen Klopp réaliseront un parcours formidable en Ligue des Champions. Premier de son groupe sans perdre de match, une poule qui était composée de 3 gros morceaux, City, Real et l'Ajax, rien que ça. Le Borussia poursuit en phase finale du tournoi et on retiendra une demi-finale historique contre le Real Madrid. Et surtout le match aller où le Borussia a enseigné une leçon de football aux merengues de Mourinho et de CR7. Victoire 4-1 devant le mur jaune avec un quadruplé de Robert Lewandowski. La finale promet d'être historique, elle aussi puisqu'il s'agit d'un classiqueur. Borussia Dortmund contre Bayern Munich à Wembley. Une finale 100% allemande extrêmement disputée où chaque équipe aurait pu l'emporter. Mais c'est finalement Arjen Robben qui crucifie Dortmund à la 89e minute pour le but du 2-1. Une défaite certes, mais un magnifique parcours qui viendra s'ajouter aux nombreux succès de l'ère Klopp à Dortmund. L'entraîneur allemand quitte le club en 2015 dans un stade qui lui est éternellement reconnaissant pour tout ce qu'il a apporté au Borussia.
Impossible d'oublier dans notre histoire un dernier chapitre, la saison 2022-2023 du Borussia. Cela fait désormais 10 ans que le Bayern Munich règne sur la Bundesliga, remportant les 10 dernières éditions. Pourtant, en cette saison 2022-2023, Dortmund réalise une excellente saison et devient un prétendant sérieux au titre. Les jaunes et noirs se retrouvent d'ailleurs dans une situation idéale à l'aube de la dernière journée du championnat. Grâce à la défaite du Bayern contre Leipzig à la 33e journée, Dortmund aborde la dernière journée du championnat avec 2 points d'avance. Et cette dernière journée, elle se joue à domicile face à un adversaire qui n'a plus rien à jouer, Mayence. Et la fête ne pourra qu'être magnifique devant le mur jaune qui attend son titre depuis plus de 10 ans. Mais il n'en sera rien et Dortmund va réaliser sans équivoque la plus grosse contre-performance de son histoire. La rencontre commence très mal et Mayence mène déjà 2-0 dès la 25e minute de jeu. Concours de circonstances assez incroyable. Le Bayern aussi rate son dernier rendez-vous et ne fait pas mieux qu'un partout sur la pelouse de Cologne. Dortmund, malgré sa contre-perf, est donc encore champion jusqu'à la dernière minute de jeu. À Cologne, Jamal Musiala délivre le Bayern et inscrit le but du 2-1, faisant plonger à distance, dans un silence macabre, le Signal Iduna Park, le stade de Dortmund. Les joueurs du BVB réussiront dans le temps additionnel à revenir à 2 partout, mais il est trop tard pour espérer remporter le match. Le Bayern, en gagnant à Cologne, revient à hauteur de Dortmund en termes de points, 71, mais avec 15 buts d'avance au goal à virage sur les jaunes et noirs. Le titre échappe donc à Dortmund qui avait pourtant toutes les cartes en main pour faire tomber le rival munichois. On conclut notre histoire par un état des lieux du présent, et notamment dans quelle situation se trouve le Borussia Dortmund cette saison. Et à l'heure actuelle, on peut dire que cette situation est assez contrastée. La saison 2023-2024 a tout pour être décevante. 5e de Bundesliga, éliminé en 8e de Coupe d'Allemagne contre Stuttgart. Oui mais voilà, à l'heure où j'écris ces lignes, le BVB est à quelques jours de jouer une finale de Ligue des Champions contre le Real, et une finale de la plus prestigieuse des compétitions. Si elle est remportée, ça pardonne tout. Merci d'avoir suivi cette vidéo, ce fut un plaisir de revenir ici après plusieurs mois d'absence. Alors à bientôt, peut-être. Salut.